Le premier coup de feu a claqué dans l'air d'été comme un pistolet de départ. Puis un autre, puis encore un autre. Le bruit a résonné contre les vitrines de Church Street à Dundalk. En quelques secondes, le calme de ce samedi soir a été déchiré par une rafale de tirs. Les gens qui buvaient près du coin ont cru à des feux d'artifice. Ce n'en était pas. Sous la lumière orange des lampadaires, un homme reculait en titubant, les mains sur le visage, le sang coulant entre ses doigts. Pour comprendre l'ascension et la chute de Nicky O'Hare, il faut comprendre Dundalk, une ville frontalière où la politique, la pauvreté et l'argent se sont heurtés dans l'ombre pendant 3 décennies. À peine à 3 miles de la frontière avec l'Irlande du Nord, Dundalk a toujours vécu en marge. 2 monnaies, 2 juridictions, 2 versions de la loi et de l'ordre. Pendant les troubles, les rapports de la Garda, comme les évaluations du renseignement britannique, décrivaient la ville comme un refuge et un centre logistique pour les unités républicaines actives juste de l'autre côté de la frontière. Des hommes de l'IRA et de l'INLA passaient facilement par ces routes de campagne et ces cités, transportant des armes, cachant des fugitifs ou se glissant vers la République après des attaques menées dans le nord. En même temps, la frontière faisait vivre sa propre économie. Du carburant, du tabac, du bétail et même des voitures volées passaient chaque jour, alimentant un marché noir que les habitants appelaient simplement le commerce. Et dans les années 80, le corridor Dundalk-South Armagh était l'une des routes de contrebande les plus actives d'Europe occidentale, un endroit où la politique et le profit avaient déjà commencé à se confondre. Quand les cessez-le-feu sont arrivés au milieu des années 90, ces réseaux n'ont pas disparu, ils ont évolué. Des vitrines paramilitaires se sont rebaptisées en sociétés de sécurité. Des hommes armés sont devenus des racketteurs et ce qu'on décrivait autrefois comme de la collecte de fonds républicaine est devenu une économie criminelle de frontières qui fonctionnait encore selon les anciennes règles de la peur et de la loyauté. À la fin de la décennie, d'anciens paramilitaires exigeaient des paiements de protection hebdomadaires, parfois autour de 600 livres, à des pubs et des clubs dans tout le Louth et l'Armagh. Pour beaucoup de patrons, payer coûtait moins cher que dire non. Et avec la frontière qui offrait toujours une échappatoire facile, des hommes comme Mad Nicky O'Hare ont prospéré dans cet espace entre la guerre et la paix. L'histoire d'O'Hare n'a pas commencé dans les pubs de Dundalk. Elle a commencé dans les ailes armées du conflit irlandais. Dans les années 80, il s'est impliqué dans l'Irish National Liberation Army, la branche radicale issue de l'Official Irish Republican Army. Il a grandi à l'ouest de Belfast, parmi des hommes qui brouillaient la frontière entre paramilitaires et criminels, et son tempérament est vite devenu légendaire. Selon l'Irish Times du 21 août 2000, un associé a raconté qu'O'Hare avait un jour braqué une arme sur 2 membres de sa propre famille et menacé de les tuer alors qu'il avait 19 ans, une anecdote largement citée comme l'origine du surnom Mad Nick ou Mad Nicky. En 1989, O'Hare a été condamné par la Cour criminelle spéciale pour possession d'un fusil à canon scié, un délit qui le plaçait clairement dans le réseau opérationnel des paramilitaires. Il a purgé sa peine à la prison de Portlaoise, dans l'aile de l'Irish National Liberation, aux côtés de figures notoires comme Dominic MacDougall McGlinchey et Gérard Dr. Death Stinson. Ces années en détention l'ont endurci. Plus tard, d'anciens détenus décriraient Portlaoise, à la fin des années 80, comme une zone de guerre entre 4 murs, déchirée par des querelles de factions et des passages à tabac entre républicains rivaux. O'Hare aurait prospéré dans ce chaos, respecté pour sa violence et sa capacité à se défendre. Après sa libération, O'Hare est revenu dans le milieu criminel de Dublin. Au début des années 90, il a été accusé d'avoir tenté d'extorquer 48 000 livres au propriétaire d'une salle de jeu dans la ville. Alors qu'il était en liberté sous caution, il a fait irruption dans la maison de son père à cause d'une dette supposée de 4 000 livres et l'a battu jusqu'à lui faire perdre connaissance avec une chaise, un crime relaté dans des comptes rendus judiciaires de l'Irish Times et de l'Irish Independent. Il a été condamné à 7 ans de prison, 4 ans pour la tentative d'extorsion et 3 années consécutives pour l'agression et le cambriolage. Quant O'Hare est ressorti au milieu des années 90, le processus de paix redessinait le monde criminel irlandais. Les slogans de la Révolution s'étaient effacés. Ce qui restait, c'était les rackets et la force brute. Il a glissé vers le sud, dans les terres de frontières, et s'est reconstruit comme homme de main à louer.
Des sources de la Garda ont plus tard dit à l'Irish Times qu'il exigeait des paiements de protection hebdomadaires, souvent autour de 600 livres, à des pubs et à des clubs dans la région de Dundalk. C'était de la protection en apparence seulement. En réalité, il vendait l'absence de problème. Aux patrons de pubs et de clubs qui ne pouvaient pas dire non, O'Hare se présentait sous l'étiquette de la gestion de sécurité. Il a construit un réseau de videurs, surtout de jeunes gars du coin attirés par l'argent, et il les a placés sous son contrôle. Selon le témoin Paul Murphy, un étudiant qui travaillait à temps partiel comme videur, O'Hare payait les hommes, décidait qui travaillait où et dictait même ce qu'ils devaient porter. Murphy a dit devant le tribunal du coroner qu'O'Hare l'avait un jour appelé vers lui dans la boîte de nuit Crowing et lui avait dit « Tu devrais toujours porter un pantalon noir quand tu travailles tant pour moi ». Il a décrit le sentiment d'être intimidé et de se méfier de cet homme que tout le monde craignait en ville. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, O'Hare aurait demandé à Murphy de prendre en charge les plannings et les paiements des videurs de la boîte de nuit Rooster à Kilcurry, un geste qui montrait qu'il étendait son emprise sur la vie nocturne de la région. À ce moment-là, O'Hare n'extorquait plus seulement les patrons de pub. Il gérait la sécurité locale comme une milice privée. Les habitants l'appelaient encore Mad Nicky, à moitié surnom, à moitié avertissement. On le voyait souvent en compagnie de républicains dissidents. Et il aurait été dans une voiture la nuit où d'autres ont incendié la maison familiale d'un détective de la Garda, une accusation mentionnée dans l'Irish Times. Les costumes élégants avaient remplacé les vestes de combat, mais la menace restait la même. Malgré toute sa bravade, O'Hare semblait sentir la fin. Des amis se rappelaient qu'il disait avoir eu son temps et que quelqu'un finirait bien par venir le chercher. Ce moment est arrivé après le meurtre du patron de pub Stephen Connolly, qui avait refusé de payer la taxe de protection d'O'Hare et qui a été abattu en juillet 2000, un meurtre qui a retourné contre lui-même les habitants les plus durs. Le samedi 19 août 2000, O'Hare a placé un pari de 200 livres de chaque côté aux courses et a encaissé 2000 livres de gains. Quelques heures plus tard, alors qu'il quittait la piste de lévrier de Dundalk, 2 hommes l'attendaient. Tout est allé très vite, trop vite pour que quelqu'un puisse intervenir. Peu après 10 heures du soir, O'Hare marchait sur Church Street, en revenant de la piste de lévrier de Dundalk. Les pubs étaient à moitié pleins, et le trottoir brillait sous une fine pluie du soir. 2 hommes se sont approchés de lui depuis l'autre côté de la rue, calmes, déterminés, et tous les 2 armés de pistolets semi-automatiques. Un témoin a dit à la Garda qu'O'Hare s'est figé une demi-seconde, puis qu'il a couru. Les tireurs ont ouvert le feu en le poursuivant à travers la rue. Les balles ont déchiré le haut de son corps et sa tête, brisant le silence. Il a crié quand les balles l'ont touché, a dit un témoin. Il a essayé d'entrer dans le Culchis Inn and Bar, mais ses jambes ont cédé. 11 douilles ont ensuite été retrouvées. 7 tirs ont touché O'Hare au torse. Une balle est entrée par son œil. Des habitants ont dit que les tueurs ont continué à tirer même quand il est tombé au sol, le genre d'acharnement qui sert à faire passer un message. Quand l'équipe scientifique de la Garda est arrivée quelques minutes plus tard, le corps d'O'Hare était à moitié sur le trottoir, à moitié dans le caniveau. Son survêtement gris était trempé de sang et sa tête était à peine reconnaissable. Les tueurs avaient disparu par une rue latérale en direction de l'ancienne ligne de chemin de fer. La nouvelle s'est répandue très vite dans Dundalk. En moins d'1 heure, la moitié des pubs s'étaient vidés et les rues étaient redevenues calmes. Personne n'était choqué, seulement prudent. La mort d'O'Hare n'a pas provoqué du chagrin. Elle a provoqué une sorte de souffle nerveux. Pendant des mois, il était entré dans des bars, se tenant en silence au comptoir, fixant les patrons qui refusaient de payer sa protection. Certains disaient qu'il ne commandait même jamais un verre, il n'en avait pas besoin. Un patron de pub, interrogé par le Daily Mirror dans les jours qui ont suivi la fusillade, a dit « Quand il entrait ici, j'avais presque envie de vomir. C'était le mal pur. Partout où il allait, on sentait la menace. » La même source a qualifié sa mort de soulagement pour la ville, un sentiment repris par plusieurs autres dans la presse locale. Dundalk vivait sous une ombre, à moitié la peur d'O'Hare, à moitié la peur de ce qui arriverait si quelqu'un osait le contrarier. Maintenant, pour la première fois depuis des mois, les patrons fermaient leurs établissements sans cette angoisse. En quelques heures, un cordon de la Garda a bouclé la zone entre Park Street et Church Street. Les équipes scientifiques ont ramassé les douilles, interrogé les témoins et examiné les images de vidéosurveillance des commerces voisins. La précision de l'attaque leur a dit ce qu'ils soupçonnaient déjà. C'était du travail professionnel. Des sources haut placées de la Garda l'ont décrite comme une exécution nette. Il n'y a pas eu d'avertissement, pas de voiture de poursuite, pas de tir dans tous les sens. 2 hommes se sont approchés,
ont fait ce qu'ils avaient à faire, puis ont disparu. En privé, les détectives avançaient 3 théories principales. Première théorie, la vengeance pour le meurtre de Stephen Connolly. O'Hare avait ordonné l'assassinat de Connolly, âgé de 26 ans, après que le patron a refusé de payer l'argent de protection. Sa propre mort a peut-être été une riposte, soit de la part des proches de Connolly, soit de la part de ceux qui le soutenaient. Deuxième théorie, un règlement interne républicain. Dundalk restait un bastion républicain. La violence imprudente d'O'Hare, y compris son rôle présumé dans l'incendie criminel visant la maison familiale d'un membre de la Garda, avait embarrassé et mis en colère des figures importantes. Certains pensaient que l'IHRA, ou une faction républicaine disciplinée, avait ordonné l'exécution pour rétablir l'ordre. Troisième théorie, un règlement de compte criminel. Le racket d'O'Hare était devenu trop rentable et la cupidité lui avait créé des ennemis. Des rivaux du milieu ont pu voir une occasion de l'éliminer et de prendre le contrôle de ses revenus. Officiellement, la Garda n'a jamais confirmé quelle piste dominait l'enquête. Officieusement, la plupart des agents pensaient que les républicains avaient remis de l'ordre chez eux. Le dossier officiel de la Garda sur le meurtre de Nicholas Mad Nicky O'Hare reste ouvert. Personne n'a jamais été inculpé. L'affaire repose aux côtés de dizaines d'autres meurtres non résolus des tertiaires frontalières, les fantômes d'une guerre qui n'a jamais vraiment pris fin. Pour ceux qui ont vécu cette époque, sa mort n'était pas une anomalie. C'était la frontière qui faisait ce qu'elle a toujours fait, avaler sa propre violence, puis continuer sa route.